Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de ce nouveau format, à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Arcane Asylum Publishing, que je remercie grandement. Ce conte macabre se passe dans l'univers de Hunter, le Jugement, un jeu de rôle d'horreur où les personnages vont découvrir que dans l'ombre de notre monde se cachent des monstres. Je suis toujours le meneur et je m'appelle toujours Maxime Robinet. C'est Citrouille est toujours la joueuse et le montage est toujours fait par Aise. Oli, tu es plongé dans tes recherches sur ces étranges fées ou créatures folkloriques que sont les changelins et tu te perds un petit peu franchement et voilà, à force d'égrener les forums un peu carrément même douteux et puis certains même partant carrément dans la fiction, puisque après tout le folklore est fait aussi pour ça, tu te retrouves devant chez toi et tu te dis que voilà, Internet est une très bonne source de savoir, mais c'est compliqué de pouvoir vérifier les sources comme ça et il faudrait peut-être aller soit dans une bibliothèque, soit voir un spécialiste. Il est quelle heure ? On est en fin d'après-midi et il est bientôt l'heure où Mia, ou en tout cas la chose qui se fait passer pour Mia, entre. Avant qu'elle rentre, je pense que je vais passer un coup de téléphone à mon travail. D'accord. Parce qu'à mon avis, demain, je vais tenter d'aller à l'hôpital donc, que j'ai trouvé où se trouve Evelyn Sherman. Tout à fait. Et je vais regarder du coup si dans le coin, il n'y a pas soit une bibliothèque, soit une université avec un spécialiste du folklore ou quelque chose comme ça. Mais je penche plus pour une bibliothèque. Dans le coin de l'hôpital, on est d'accord ? Dans le coin de l'hôpital, oui. Parce que si je vais pas à mon travail, je veux pas forcément croiser des gens qui me verraient non malade et hors de chez moi. Effectivement. Très bien, tu donnes quoi comme excuse à l'école ? Je dis que je suis malade. Je donne pas plus de détails. En plus, pour être honnête, c'est pas entièrement un mensonge. Je me sens quand même plutôt mal. Effectivement. Tu cherches donc assez vite et tu trouves qu'il y a une bibliothèque publique pas très très loin de l'hôpital. Donc tu pourrais y aller demain et l'école, comme je te dis, bon, ils acceptent. De toute façon, la personne que tu as au téléphone n'est pas la personne qui doit valider. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est tout un système administratif. Finalement, tu vois le bus arriver à l'heure cette fois-ci. Et Mia en sortir. Tu as toujours cette impression dérangeante en la voyant. Est-ce que quand je la vois, ça me fait penser à ce que disait le vagabond, un tas de choses ? Ou pour moi, c'est juste cette impression étrange que c'est pas mon enfant, que ses dents sont trop grandes. Tu vois pas ce que... Le vagabond décrivait quelque chose d'absurde. Honnêtement, une pile d'objets animés, et toi, c'est pas ce que tu vois. Tu vois vraiment ta petite fille, mais c'est pas elle. C'est pas exactement la couleur de ses yeux. Oui, ses yeux sont bleus clairs, mais pas le bon bleu. Oui, ses dents sont comme ça, mais pas forcément au même emplacement exactement. Ce genre de détail-là qui, pour toi, semble évident. Elle joue encore et toujours le pantomime habituel de la petite fille qui rentre de l'école avec sa petite voix qui te demande si ça va, qui te raconte un petit peu sa journée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes le change ? Oui. Je lui demande si elle a repensé à Jack, si elle n'est pas trop triste. Tu sens que ses réponses
se veulent plus normales, mais tu sens que qu'il y a un temps de réflexion. Tu le perçois, de par ton empathie très développée. Tu t'y crois pas. Mais ces réponses sont plus dans les cordes de ce que devrait être les réponses d'une petite fille de 7 ans. Comme si elle avait appris ce que devrait être sa réponse. Peut-être. Très bien. Je pense que du coup je fais la routine habituelle. Si elle me demande une histoire, je lui raconte une histoire. Très bien. Et puis je vais me coucher. Tu vas te coucher. Tu prends un comprimé ou pas? J'essaye de m'endormir sans. Très bien. Tu as beaucoup de mal à t'endormir, étant réveillé au moindre grincement. Et tu finis donc par trouver le sommeil, malgré tout. Tu fais un rêve. Tu sais que c'est un rêve. Que tu entres dans la chambre de Mia et qu'à la place du chat, c'est Porter, ton mari, qui est éventré au sol. Et que Mia approche en sautillant près de toi et toute heureuse et commence à fouiller dans les boyaux, ressortir des organes et te les tendre en disant une des phrases qu'elle a dit lors du repas. Et ça te réveille. Nous sommes le matin, tu rationalises un petit peu mieux, malgré tout. Encore une fois, la porte de ta chambre est entrouverte. Pareil que hier soir, je fais la routine habituelle. Je prépare le petit déjeuner, j'aide Mia à se préparer pour l'école. Je fais le plus possible comme si de rien n'était, au cas où. Je sais même pas au cas où de quoi, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc voilà. Tu as plusieurs fois des gestes qui trahissent ta nervosité. Et plus d'une fois, ton ton n'est pas juste. Plus d'une fois, tu as un petit recul, une petite... l'espace d'un instant, un dégoût visible sur le visage. Tu te dis que, peut-être que ça ne se verra pas. Tu espères en tout cas. Et la chose part à l'école. Tu sais que demain sera le dernier jour d'école de la semaine. Elle part. Tu vas donc à l'hôpital qu'on t'a indiqué? Oui. Le Western State Hospital? Oui. C'est à combien de temps de voiture? Eh bien, c'est à Lakewood, à côté de Tacoma, non loin de Seattle. C'est à 1h30 de voiture. Nous sommes aux États-Unis, 1h30 de voiture, ce n'est rien. Tu prends donc ta voiture et tu te diriges vers là-bas. Tu arrives donc dans l'hôpital. Rapidement, tu trouves ton chemin pour te diriger vers l'aile psychiatrique. L'ambiance est glauque, mais pas comme tu te projetais. L'ambiance glauque, car nourri par les diverses fictions, tout le monde s'imagine un petit peu un hôpital psychiatrique, surtout que aux États-Unis, il y a des hôpitaux psychiatriques qui ont été connus pour leur malversation, dirons-nous. Et là, non, c'est tout l'inverse en fait. C'est glauque parce que c'est vraiment un hôpital et qu'il y a une froideur certaine. Et tu demandes donc à voir Evelyn Sherman et d'abord, on te met face à un docteur. Le docteur Wilder, qui s'occupe de ce cas et qui
tu ne comprends pas très bien s'il est... s'il faut que tu le vois pour la voir elle, ou tu sais pas dans... Enfin, voilà. Toujours est-il qu'on te donne d'abord un entretien avec ce Dr. Wilder. Du coup, il approche, hein, et il n'a pas un bureau à proprement parler, c'est vraiment plus dans une aile un peu près d'une fenêtre, là où il y a des bancs. Et du coup, il arrive et bonjour. Vous êtes de la famille de Madame Sherman, peut-être? Non, je suis une amie. Ah, d'accord. J'avoue qu'elle n'a pas... Elle n'a pas beaucoup de visites, je vais être franc avec vous. C'est pour ça que, voilà, je voulais savoir un petit peu si vous aviez peut-être des pistes, des choses comme ça qui pourraient... Je vais être franc avec vous. Évidemment, vous êtes au courant de pourquoi elle est là. Mais il faut que vous compreniez qu'un infanticide, en tout cas la volonté d'un infanticide, c'est plutôt rare. Hein. Dans la majorité, sont sur des enfants très jeunes, dans un état postpartum qui effectivement peut amener à un comportement altéré qui souvent va influer sur un trouble mental déjà présent. Mais là, nous sommes dans le cas d'un petit qui avait 7 ou 8 ans, et Madame Sherman n'a pas de troubles notables. Depuis qu'elle est là, je n'ai remarqué aucun trouble dépressif. C'est vrai qu'il y a aussi des cas de suicide en groupe, où des mères ou des pères vont essayer de tuer les enfants avant de se donner la mort. Ça ne semble pas être son cas. Et honnêtement, c'est un cas assez unique. Donc c'est pour ça que je souhaite cette petite entrevue avec vous, puisque j'ai essayé de contacter Monsieur Sherman, qui n'a pas donné de réponse, je le comprends. Mais c'est de même malheureusement pour ses parents et pour ses amis. Donc voilà. Je vous le cache pas, j'ai appris récemment en fait qu'elle était ici, et tout ce qui s'était passé, c'était plutôt une amie de ma sœur, mais c'est terrible d'en venir là en fait, ce qui lui est arrivé, et Oui. Je souhaitais juste la voir. Très bien. Je sais pas si depuis qu'elle est ici, elle se comporte de manière normale. Je sais pas si elle continue à jouer du piano. Je sais même pas s'il y a un piano ici. Alors si, elle continue de jouer du piano. Tu vois que il perçoit ça. Enfin, tu sens que le fait que tu aies dit piano, etc., ça l'a rassuré. Hein. Elle fait, écoutez, comme je vous l'ai dit, Madame Sherman est relativement stable, avec une légère paranoïa. Honnêtement, si vous me la présentiez sans me dire son passé, je ne pense pas que je pourrais identifier un trouble, en tout cas digne d'un infanticide. C'est possible que nous soyons ici dans quelque chose proche peut-être du délire d'illusion des sosies, hein, le syndrome de Capgras. C'est en gros une des phrases typiques de ce syndrome, mais il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Voilà, hein, et forcément les patients ont tendance à accentuer chaque détail qu'ils vont rechercher, vont renforcer son idée. Hein. Le syndrome de quoi, vous avez dit ? Le syndrome de Capgras. D'accord. C'est un syndrome psychiatrique. Mais honnêtement, même ce syndrome-là est généralement lié à un trouble neurologique ou psychiatrique déjà présent et exacerbé, tout simplement. Ce qui, encore une fois, ne semble pas être le cas de Madame Sherman. Hein. Son acte était un acte de folie. Mais elle, je le pense, n'est pas atteinte de folie, en tout cas pas selon mon avis. J'avoue que nous sommes dans un cadre assez particulier où l'aspect juridique a fait le choix de l'amener ici. Maintenant, c'est compliqué
pour moi de l'accompagner dans le sens que j'essaye de trouver... Et est-ce que ça aurait pu être une substance ou quelque chose qu'elle aurait ingéré, qui lui aurait fait... il y a eu beaucoup de tests par rapport à ça. À l'époque, en tout cas, rien n'a été relevé. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été soulevés. Elle a parlé beaucoup d'idées que des gens auraient remplacé son enfant. Alors, je vous ai parlé de paranoïa, effectivement, parce que on est passé un peu par tous les classiques, j'ai envie de dire les poncifs du conspirationnisme, l'État, pourquoi pas des extraterrestres ou des choses comme ça. Parce que elle avait vu... Alors, je précise que Madame Sherman a été très franche dans sa démarche ici. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi de mon côté à la traiter, tout simplement parce que je ne décèle rien qui... Tu vois qu'il est un peu... Et il fait... mais voilà, elle a déjà expliqué que dans les semaines avant, elle a remarqué des vannes qui passaient, des vannes noires. Alors, est-ce que c'est avéré ou pas? Ça, je ne sais pas. J'ai du mal à croire que ce sont des hallucinations. Et ouais, je ne peux pas me l'expliquer. Enfin, voilà, je tenais en tout cas à vous le dire. Vous serez certainement un support pour elle. Donc, n'hésitez pas à la rassurer. Et si vous avez le moindre élément vraiment sur son passé, ou si vous pouvez essayer de convaincre ses proches de m'appeler, ça m'aiderait vraiment, car voilà, mon but ici est vraiment d'aider mes patients et j'ai l'impression de patauger. Je lui dis que je ferai ce qu'il faut aussi, que j'en parlerai à ma sœur aussi, mais que je connais malheureusement pas son mari ou ses parents, donc mais que je peux essayer de lui parler à elle et... Ouais. Du coup, justement, il t'amène à sa chambre. Et donc tu la vois, elle te regarde vraiment avec un air un peu circonspect au début, et du coup le docteur part sans... Enfin voilà, il te fait confiance, ça se sent. Donc tu rentres et donc tu la vois et... Oui? Vous êtes? Je m'appelle Holly, je suis la sœur de Jessica Bradford. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Je sais. Tu vois qu'elle... C'était une vague connaissance, on est d'accord. C'est ça, hein, c'est vraiment pas une... Elle m'a... Écoutez, j'ai pas énormément de temps et je vais pas y aller par 4 chemins. D'accord. Ma sœur m'a raconté ce qui vous est arrivé. Tu vois qu'il y a une gêne visible. J'ai une fille, Mia. Elle a 7 ans. Et depuis 2 jours, il y a quelque chose qui rentre de l'école, qui ressemble à ma fille, qui parle comme ma fille. Mais c'est pas ma fille. Tu vois son visage changer. Est-ce qu'elle a fait des choses... des choses bizarres? Est-ce qu'elle a... Elle semble... elle dit des choses... comme si elle était, je sais pas, psychopathe ou Alors, avant qu'elle rentre de l'école, mais je sais même pas si elle était... Enfin, j'ai appelé l'école, elle était bien à l'école, et le jour où elle a changé, j'ai retrouvé Jack. C'était notre chat, éventré dans la chambre de Mia. Et quand elle est rentrée, je lui ai annoncé, parce que même si j'avais l'impression que c'était pas ma fille, je me disais que c'était moi le problème. Et quand je lui ai annoncé ça, ça lui a rien fait. C'était pareil c'était exactement pareil pour moi. Écoutez, quoi que vous faites, écoutez, si vous essayez de régler le problème, faites-le quand personne n'est là. Sinon, ils vont le voir. Elle
elle risque d'appeler et elle fera tout comme si elle était exactement normale et du coup les gens vont vous prendre pour... Enfin, vous finirez ici. Mais il y en a d'autres du coup? Je sais pas, en tout cas moi, Bradley était comme ça et du coup écoutez, j'ai essayé de l'étrangler, mais ça n'a pas suffi. Et, il avait une force plus grande que je ne le pensais, et plus grande que Bradley. Et c'était pas Bradley. Et du coup, il a pu me repousser. Et après, il a appelé son père avec une voix comme s'il souffrait, mais il souffrait pas. Ils sont pas capables de ressentir la souffrance ou quoi que ce soit. C'est pas lui. Et pareil, quand j'ai commencé à l'étrangler, je sais pas, à l'espace d'un instant, j'ai comme senti sur mes mains, c'était comme du bois et du métal. Et tu vois qu'elle elle commence à s'énerver et tout, et à perdre un petit peu le fil de ce qu'elle dit, tu vois, elle a pas le regard. J'essaye de la calmer un peu en lui disant que je comprends ce qu'elle a fait et que je vais essayer de m'en sortir. N'en parlez à personne. Vous êtes la seule personne à qui j'en ai parlé, vous étiez mon seul espoir, je savais pas ce que j'allais trouver en venant vous voir. Vous pourrez pas m'aider à sortir d'ici de toute façon. D'accord. Écoutez, faites tout pour vous, faites tout pour vous. Mais il faut que je m'en débarrasse. C'est le seul moyen. Sinon après c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Et tu vois qu'elle a un regard un peu de détresse. Et votre mari, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré alors que j'étais en train de prendre un couteau et il a tout de suite compris ce qui se faisait passer pour Bradley, à supplier, à pleurer. Ça, il savait. Il avait du mal à faire semblant quand j'étais là des fois, mais là, il méritait un Oscar. Mais comment ça se fait que tout le monde voit pas ce qu'on voit? Une mère, elle voit. Une mère, elle sait. Mais croyez ce que vous voyez. Mais si jamais c'est ma fille et que... Mais je suis sûre que c'est pas ma fille. C'est pas ma fille. Vous le saurez. Écoutez, j'ai mis longtemps à le faire. Et quand je l'ai fait, je m'y suis mal prise. J'ai fait ça sur un coup de tête. Préparez-vous. Mais... elle regarde autour et tu vois qu'il y a une infirmière qui rentre pour commencer à faire des trucs et tout. Et du coup, elle fait... En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois venu. Vraiment, elle remet un masque. Oui. Tu Moi vois, aussi, comme ça. du coup. Ouais. Je dis pas, j'essaierai de revenir. Je suis désolée d'avoir mis aussi longtemps. C'est normal, je comprends. Tu sais, ici, ils sont très attentifs pour moi. Ils m'aident beaucoup. Hein. Je fais un grand sourire à l'infirmière. Et du coup, elle te rend le sourire. Et puis, tu vois qu'elle est dans la pièce pour un petit moment. Ouais. Hein, donc, je dis au revoir à Evelyne et... Tu t'éloignes. Tu vois dans son regard qu'elle te donne un petit hochement de tête alors que tu pars. Et donc, tu te diriges vers la bibliothèque. Avant, je m'assieds dans ma voiture. Oui. Et pour pas oublier, je repense à ce qu'elle m'a dit et je note les mots qu'elle m'a dit pour peut-être chercher en plus la sensation de bois et de métal, force surhumaine. Enfin, peut-être pas surhumaine, mais force plus grande que celle d'un enfant, quoi. Et elle parlait au pluriel aussi. Enfin, du coup, je note tous ces détails-là pour quand je fais mes recherches. Essayer de partir dans la bonne direction. Et je respire un bon coup et je me dirige vers ce que j'ai trouvé. Je sais pas si je trouvais une université ou c'est une bibliothèque publique, vraiment. Et tu y vas. C'est un grand bâtiment que tu n'as jamais vu. Parce que, tu n'es jamais vraiment venu ici. Et du coup, tu rentres, tu passes instinctivement, tu as le réflexe de regarder et de t'intéresser au rayon des livres pour enfants, déjà parce que c'est ton métier, mais aussi naturellement dans une sorte d'instinct maternel, avec un certain goût amer l'instant d'après, et tu vas plus profondément.
dans la bibliothèque, dans une zone qui est bien loin des livres pour enfants. Tu vois qu'il y a beaucoup d'ouvrages de recherche folklorique, de choses comme ça. C'est vraiment une partie un peu plus sombre, un peu plus à l'écart de la bibliothèque. Il y a une vieille bibliothécaire qui est là si tu as besoin, donc tu peux commencer tes recherches. Je rappelle que tu es vraiment spécialisé. Oui, s'il y a plutôt un ordinateur, je vais partir comme ça et trouver les références des livres moi-même. Je n'ai pas spécialement envie qu'on se rappelle m'avoir vu ici. Pas de souci. Donc tu fais preuve de discrétion malgré tout. Je me cache pas le fait que je suis là, mais je ne dis pas à la bibliothécaire ce que je cherche, etc. Très bien. Tu cherches. Tu cherches avec une certaine finesse et tu as passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à chercher différents sujets. Certes, des sujets pour ta formation d'institutrice, mais aussi à une époque où tu as dû chercher des sujets un peu plus controversés, un peu plus sensibles pour survivre, pour te faire de l'argent. Et du coup, tu emploies cette capacité. Tu trouves plusieurs choses. La première, c'est que à peu près tout le folklore et toutes les légendes et tous les témoignages, avérés ou pas, parlent de plusieurs éléments qui reviennent. La première est le fer froid. Un fer qui est fait à froid, justement, et qui est du coup rare, pas impossible à trouver, mais plutôt rare. Le deuxième, qui est assez évident, tu aurais pu le deviner, mais tes recherches l'ont confirmé, le sel, en cercle, qui sert de barrière ou de prison, selon les versions. Tu lis aussi que le bois d'If, alors clairement If européen, pas If du Pacifique ou du Canada, mais le bois d'If en tout cas, semble aussi être une des faiblesses de ces fées, de ces changelins, de ces trolls, de ces lutins. Il y a aussi les Forget-Me-Nots, qui sont des myosotis. Ouais. Mais attention, les Forget-Me-Nots sont des myosotis qui ne sont que sur les îles Chatham. Et les myosotis classiques ne sont pas des Forget-Me-Nots. Donc, tu peux voir que ça va être très compliqué d'en avoir. De plus, la sauge semble aussi pouvoir servir. Par rapport au changelin, tu vois beaucoup de choses. La première, c'est que faire des choses étonnantes, le surprendre, peut forcer le changelin à réagir. Alors, il y a des choses qui sont très folkloriques, comme casser des œufs et mettre les coquilles autour du feu. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus dérangeants. Par exemple, taper l'enfant, l'empêcher de manger, le mettre dans un four, lui appliquer le fer sur la peau, voire même chauffer le fer et l'appliquer sur la peau. Et tu tombes ensuite sur une histoire bien connue, l'histoire de Bridget Cleary, une femme qui a été tuée par son mari dans les années 1890 en Irlande. En effet, son mari prétendait qu'elle avait été échangée par un changelin et que des fées auraient enlevé sa vraie femme. Et oui, la maison aurait été bâtie sur un fort de fées, c'est-à-dire une ruine ancestrale en forme circulaire. Le mari et le père de Bridget Cleary ont alors pratiqué divers rituels pour la forcer à avouer. Lui jeter de l'urine dessus, menacer de la brûler dans la cheminée, lui appliquer une bûche en feu sur la bouche. Ses vêtements finiront par prendre feu et le mari décidera de lui jeter de l'huile dessus. Le mari repoussera les gens qui souhaitaient aider ou agir, expliquant que ce n'était pas sa femme mais un changelin et qu'il finirait par ramener sa femme
du monde des fées. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 15 ans de prison. Et cette histoire, bien réelle, t'amène à la situation très délicate à laquelle tu fais face. Tu viens d'aller dans un hôpital psychiatrique échanger avec une femme qui a tenté de faire un infanticide et tu recherches des choses sur une créature féerique qui prendrait la forme de ta fille. Et donc, il faudrait casser des œufs et les mettre, les coquilles autour du feu, lui appliquer un fer brûlant sur le corps. Et même si tu te rappelles la sensation de quand tu voyais cette chose qui se fait passer pour ta fille, tu te rappelles aussi du corps fragile de la petite Mia qui n'est qu'innocence. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment quoi faire. Il n'y a aucune de ces histoires ou aucun de ces livres qui parle de personnes qui auraient ramené leurs proches? Si, justement. Torturer le changelin, ne pas le tuer, permettrait de faire un pacte, car les fées, les lutins, les trolls, sont régis par des pactes, ils ont besoin de ça. Et donc, tu pourrais faire un pacte avec cette créature, arrêter de la torturer en échange d'un passage vers le monde des fées. Et une fois obtenu, tu pourrais aller chercher et ramener ta fille, le changelin reprenant une forme plus grotesque. Et du coup, tu récupérerais ta fille, le changelin repartirait certainement autre part. Après, tu pourras toujours rompre le pacte et le tuer. Ça, l'histoire ne le dit pas. Les humains sont beaucoup moins sensibles au pacte. En tout cas, tu le penses. Bizarrement, l'histoire de pacte et de rentrer dans le monde des fées, c'est ce qui me fait un peu vriller. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Je suis en train de chercher à faire un portail vers le monde des fées pour aller récupérer mon enfant. Enfin, c'est surtout là, en n'étant pas face à Mia, ça n'a aucun sens ce que je fais. Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je parte d'ici. Tu rentres chez toi. En voiture, tu reçois un appel de ton mari. Est-ce que tu réponds? Non, je décroche pas. En plus, je suis en train de conduire, c'est pas prudent. Très bien. Tu arrives chez toi un peu après l'heure où Mia est rentrée. Tu te rends compte, en ouvrant la porte, que tu as une appréhension folle. Comme si tu allais rentrer dans la tanière d'une créature tel un ours. Quand tu t'ouvres la porte de ton domicile, tu entres. Et elle descend l'escalier, tourne sa tête, de la même manière dont elle avait tourné la tête en regardant le cartable hier, et te lance un « Tu étais où ?» Très froid, presque glacial. J'étais sortie, ma chérie, j'étais allée voir une amie, j'ai passé une mauvaise journée. Tu veux faire un câlin à maman? Je veux toucher la chose. J'ouvre les bras. Tu vois l'espace d'un instant son visage changer, reparaître un petit peu plus humain. Et elle fait « Oui ». Elle s'approche de toi et te serre dans ses bras. Tu veux toucher? Oui. Où ça? Au niveau de son cou? Son cou, ouais. Au niveau de son cou et juste... Tu serres ou tu touches simplement? Ah non, je la touche pour voir si sa peau me paraît normale et aussi pour
juste serrer mon enfant contre moi pour voir ce que je ressens, parce que je suis en plein questionnement. Et... Alors que tu touches sa peau, l'espace d'un instant, tu ressens comme la piqûre d'une écharde, comme si tu venais de toucher du bois. Et tu sens, en même temps, que ce qui t'en sert retient sa force. Elle s'arrête et fait « On mange quoi ce soir ?» Je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo, ma chérie. Il faut aussi que je rappelle papa parce qu'il m'a appelé sur la route. Mais tu voudras lui parler avant d'aller te coucher, ma chérie? Oui. Tu vas donc dans la cuisine. Je vais dans la cuisine et je me lave les mains pour faire à manger. Et je regarde. Tu regardes ma ton main. doigt. Ouais. Il y a bel et bien une écharde dans ton doigt. D'un bois un peu sombre. Ça me détruit. Je la retire. Très bien, tu peux retirer cette écharde. En la retirant, tu as l'impression que tu retires l'écharde et un certain lien que tu avais avec le réel. Vous venez d'écouter le 3e épisode de cette série en 5 parties qui sert d'introduction à l'univers d'Hunter, le Jugement. Cette vidéo est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. La partie a été écrite et dirigée par Maxime Robinet. La joueuse était CC Trouille et le montage audio est fait par Ez. Les musiques que vous avez entendues viennent d'Epidemic Sound. En attendant la suite, n'hésitez pas à découvrir Sombre Machination ou Les Mémoires du Mythe. À jeudi prochain.